Bonjour à tous, je vais corriger un exercice sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique et je vais corriger un sujet type bac qui a été donné pour des élèves qui ont suivi l'option sciences de l'ingénieur mais qui font quand même 2 heures de physique par semaine. Et cet exercice s'intitule le scanner à rayon X. Donc on te dit la radiographie réalisée par un scanner à rayon X est une technique d'imagerie médicale utile dans le diagnostic de nombreuses pathologies. Et ce scanner crée un faisceau à rayon X à l'aide d'un tube à rayon X ou tube de Coolidge. Dans ce tube à rayon X, il y a une tension élevée qui est maintenue entre un filament cathodique qui sera la borne négative et une anode tournante qui est la borne positive. Donc ici tu as le tube de Coolidge et ici tu as un schéma simplifié. Donc tu as la cathode qui va représenter la borne négative et ici l'anode qui va représenter la borne positive. Alors comment est-ce qu'on va créer des rayons X? On te dit qu'un courant électrique donc qui circule ici va provoquer l'échauffement d'un filament qui est situé à la cathode. L'agitation des électrons présents augmente et une partie d'entre eux vont être éjectés du filament. Donc le filament, c'est ici la cathode. Et les électrons, ils sont éjectés au point O. Et on considère avec une vitesse qui sera négligeable. Entre la cathode et l'anode, il y a une tension et cette tension va permettre d'accélérer les électrons du point O vers l'anode ou alors du filament vers l'anode en tungstène. Ces électrons vont donc devenir très énergétiques, donc ils vont acquérir de l'énergie, donc de l'énergie cinétique puisqu'ils sont accélérés, la vitesse va augmenter. Et ils vont donc frapper l'anode, ce qui va contribuer à produire des rayons X, c'est-à-dire un rayonnement. Et ce qu'on te dit, c'est que pour obtenir ces rayons X, chaque électron doit avoir acquis une énergie cinétique égale à 6,4 fois 10 puissance moins 15 joules au minimum. Et donc, l'objectif de l'exercice, c'est de calculer la tension minimale à appliquer entre la cathode et l'anode pour que le faisceau d'électrons parvienne à provoquer l'émission de photons X au niveau de l'anode, c'est-à-dire de rayons X. On considérera l'électron comme le système d'étude qu'on assimile à un point matériel et on négligera le poids. Le mouvement de l'électron sera étudié dans le référentiel terrestre qui est considéré comme galiléen. Et, autre information, l'électron à t égale 0, il est situé au point 0 et sa vitesse est considérée comme nulle. Plusieurs données, la masse de l'électron, qui vaut 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg, et la charge de l'électron. Donc l'électron, c'est une particule qui est chargée négativement, et sa charge, c'est moins E, E étant la charge élémentaire. Donc la charge est bien négative, c'est moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Alors, on te dit, première question, reproduire la figure 2, puis tracer entre la cathode et l'anode, sans préciser l'échelle, le vecteur champ électrique supposé uniforme E, la force F que subit un électron situé en un point de l'axe OX. Alors, si on relit l'énoncé, on te dit que la cathode constitue la borne négative et l'anode la borne positive. Donc, entre deux plaques chargées, le champ E est supposé uniforme, il est perpendiculaire aux plaques et le champ électrique E fuit les charges positives. Donc, il sera donc collinéaire à l'axe des X, mais dans le sens inverse.
et la force F que subit un électron qui est situé en un point de l'axe. Donc j'ai pris ici un électron situé en un point de l'axe. L'électron est chargé négativement. Tu dois savoir que deux charges de signes opposés s'attirent et par contre deux charges qui ont même signe se repoussent. Donc ça veut dire que l'électron est attiré par la plaque chargée positivement et au contraire va être repoussé par la plaque qui est chargée négativement. Donc c'est pour ça que la force F, je la mets ainsi, c'est-à-dire vers la plaque chargée positivement. Donner l'expression vectorielle de F, donc la force électrique, en fonction de la charge élémentaire et du vecteur champ électrique. Par définition, la force électrique, le vecteur force électrique, c'est la charge multipliée par le vecteur champ électrique. Et la charge, l'expression de la charge, elle est donnée dans l'énoncé, c'est moins E. Donc, tu as ainsi le vecteur force électrique, c'est bien moins E fois le vecteur champ électrique. Ensuite, montrer que les coordonnées du vecteur accélération A de l'électron, exprimées dans le repère OXY de la figure 2, sont les suivants. Pour accéder au vecteur accélération et donc aux coordonnées du vecteur accélération, il n'y a pas 50 000 manières d'y arriver, il va falloir appliquer la seconde loi de Newton qui permet de relier les causes d'un mouvement, c'est-à-dire les forces qui agissent sur un système, aux conséquences, donc l'accélération. Pour appliquer la seconde loi de Newton, il faut définir le système, le référentiel et faire un bilan des forces. Donc c'est ce que j'ai fait. Le système, c'est l'électron qui est assimilé à un point matériel. Moi, j'ai mis son centre de masse. Le référentiel, on se place dans le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen. Et quand tu fais le bilan des forces, l'électron est soumis à la force F, force électrique. J'ai refait le schéma de la figure 2 et j'ai rajouté sur le schéma un repère associé de deux vecteurs unitaires, I pour l'axe des X et J pour l'axe des Y. Et je vais ainsi pouvoir exprimer le champ électrique E, la force F en fonction des vecteurs unitaires. Pour le champ électrique E, je constate qu'il est parallèle à l'axe des X, mais pas dans le même sens. Alors si tu veux, le champ électrique E, il est collinéaire au vecteur I, mais ils sont de sens opposé. C'est pour ça que je peux dire que le vecteur champ électrique E, c'est moins E, E étant ici ce E-ci, étant la norme du vecteur E, le tout fois le vecteur unitaire I. Et pour trouver l'expression de la force électrique, je rappelle le lien entre la force électrique, le vecteur force électrique et le vecteur champ électrique, c'est Q fois le vecteur champ électrique. Donc c'est bien moins E fois le vecteur champ électrique. Et comme je sais que le vecteur champ électrique, c'est moins E fois le petit vecteur unitaire I, ça va donc faire moins petit e fois moins grand E, champ électrique, vecteur unitaire I. J'ai moins par moins, ça fait plus. Donc le vecteur force électrique, c'est la charge, petit e, donc la charge élémentaire, petit e, fois la norme du champ électrique, grand E, le tout sur le vecteur unitaire I. À t égale 0, je donne l'expression du vecteur vitesse.
eh bien, l'électron n'a pas de vitesse à t égale 0, donc le vecteur vitesse sera le vecteur nul. À t égale 0, je suppose, enfin on le dit, que l'électron, donc si on suppose que l'électron, la position de l'électron, on l'appelle M, bon, à t égale 0, il est en M0, et M0 est confondu avec le point O. Donc le vecteur position au M0 est le vecteur nul. Donc je donne ces deux vecteurs-ci, puisque ça va avoir son importance pour la suite des questions quand on va devoir faire des intégrations. Et pour déterminer l'accélération, j'applique la deuxième loi de Newton à l'électron dans le référentiel terrestre. Que dit cette loi? Elle dit que la somme des forces extérieures appliquées à l'électron, c'est égal à la masse de l'électron fois l'accélération du centre de masse. Les forces extérieures, il n'y a que la force électrique. Et comme on vient de voir que l'expression de la force électrique dans le repère OIJ, c'est la charge électrique élémentaire E fois la norme du champ électrique E vecteur I, c'est égal à la masse de l'électron fois le vecteur accélération. Et on en déduit ainsi, en divisant par la masse de l'électron, l'expression déjà du vecteur accélération dans la base OIJ. C'est pourquoi les coordonnées du vecteur accélération, sur l'axe des X, qui est donc collinéaire, sur lequel il y a le vecteur I, c'est bien la charge élémentaire E fois la norme du champ électrique grand E divisé par la masse de l'électron. Et sur l'axe des Y, c'est 0, puisque ici, je pourrais écrire plus 0J. Je sais que la norme du champ électrique, c'est la tension entre les deux plaques chargées divisée par la distance d. Donc, en remplaçant l'expression de la norme du champ électrique par la tension divisée par la distance, je retrouve les coordonnées données au début de la question numéro 3. Question suivante, il fallait en déduire la coordonnée du vecteur vitesse de l'électron selon l'axe OX qu'on note V de x et établir que x qui s'écrit x de t vaut petit e fois la tension fois t carré divisé par 2 fois la masse de l'électron fois la distance entre les plaques. Alors, je rappelle l'expression du vecteur accélération et pour trouver les coordonnées du vecteur vitesse selon l'axe des X, il faut rappeler le lien entre le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Tu sais que l'accélération, c'est la dérivée, le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Si on exprime le vecteur accélération dans la base I, J, ses coordonnées sont AX de t, AY de t. Et si on exprime la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps dans la base I, J, les coordonnées de ce vecteur sont la dérivée de Vx de t par rapport au temps et sur J, la dérivée de Vy de t par rapport au temps. Donc, on va intégrer. Donc, ce que j'ai mis ici de la même couleur, ça veut dire que AX de t égale dérivée de Vx de t par rapport au temps et AY de t égale la dérivée de Vy de t par rapport au temps. Pour trouver Vx de t et Vy de t, on va procéder par intégration. Donc, pour trouver Vx de t, puisqu'on ne nous demande pas Vy de t, il faut trouver une fonction
Et que sait-on de cette fonction Vx de t? Eh bien, on sait que la dérivée de cette fonction par rapport au temps vaut ax de t, c'est-à-dire vaut e fois u divisé par m fois d, c'est-à-dire globalement une constante. Et donc, eh bien, cette fonction Vx de t, elle sera égale à EUT divisé par MD plus une constante d'intégration. En effet, si tu dérives Vx de t par rapport au temps, ça veut dire dériver une constante par rapport au temps, ça fait 0. Et si tu dérives EU fois t divisé par m fois d, si tu dérives ceci par rapport au temps, eh bien ça va te donner EU sur MD, c'est-à-dire AX de t. Maintenant, ton objectif, c'est de déterminer la constante d'intégration. Et pour ça, tu vas te baser sur les conditions initiales. Tu sais que à t égale 0, le vecteur vitesse V0, il a pour coordonnées 0, 0, puisque la vitesse initiale est nulle. Donc le vecteur vitesse est nul. Donc tu as l'expression du vecteur vitesse ici à n'importe quel instant et tu connais la valeur, les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant t égale 0. Donc tu vas ici, dans cette expression, remplacer t par 0. Ça te donnera l'expression, les coordonnées du vecteur vitesse à t égale 0. Sauf que tu les as déjà ici. Donc les coordonnées seront égales. Donc c'est ce que je vais faire. Je calcule l'expression des coordonnées du vecteur vitesse à t égale 0. Ça fait Vx pour t égale 0. Donc ça fait EU sur MD fois 0, ça donne 0, plus la constante 1. Du coup, ça donne la constante 1. Or, je connais l'expression de Vx de t à t égale 0. Ça vaut 0. C'est ce que j'avais noté précédemment. Ici, c'est Vx de 0. Donc, j'en déduis bien que la constante 1 est nulle. Et si j'en déduis que la constante 1 est nulle, j'ai l'expression du vecteur vitesse à n'importe quel instant. Je n'ai fait que Vx, puisqu'on me demande Vx. Pour Vy, on aurait trouvé 0. Maintenant, il va falloir trouver l'expression du vecteur position, puisque ton objectif, c'est de déterminer x de t. Pour ça, il faut rappeler la relation entre le vecteur vitesse v et le vecteur position, OM. Eh bien, tu sais que le vecteur vitesse v, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Si je décompose le vecteur vitesse dans la base IJ, j'ai ses coordonnées que j'appelle Vx de t, Vy de t. Et je vais décomposer la dérivée du vecteur position par rapport au temps dans la base IJ. Et donc les coordonnées seront la dérivée de x de t par rapport au temps et la dérivée de y de t par rapport au temps. Ces deux vecteurs, vitesse et dérivée du vecteur position, sont égaux. Ça veut dire que les coordonnées sont les mêmes. Donc ce que j'ai écrit en rouge, Vx de t égale dérivée de x de t par rapport au temps, et Vy de t égale la dérivée de y de t par rapport au temps. Pour trouver x de t, il va falloir intégrer. Et alors, qu'est-ce que tu sais? Eh bien, tu sais, toi tu cherches x de t, eh bien tu sais une chose sur x de t, tu sais que la dérivée de x de t par rapport au temps, ça vaut Vx de t. Et Vx de t, ça valait EU fois t sur MD. Donc, il faut trouver une fonction x de t dont la dérivée vaut EU fois t sur MD.
cette fonction, elle vaut EU fois t carré sur 2md plus une constante. En effet, si tu dérives x de t par rapport au temps, tu vas donc dériver la constante par rapport au temps, ça fait 0. Et si tu dérives EU sur 2md fois t carré, ça va donner EU sur 2md fois la dérivée de t carré, c'est-à-dire 2t. Et donc, tu vas retrouver EU sur md fois t. On sait une chose, on sait que le vecteur position à t égale 0, c'est le vecteur nul. Donc, on connaît les coordonnées. 0, 0. Tu as ainsi l'expression du vecteur position ici à n'importe quel instant et tu as l'expression du vecteur position à t égale 0. Pour déterminer la constante d'intégration, constante 2, il va falloir déterminer avec cette expression l'expression des coordonnées du vecteur position à t égale 0. Donc, c'est ce que je fais ici. Je ne le fais pas pour y de t puisqu'on ne me le demande pas. Donc, x pour t égale 0, bah, ça fait EU sur 2md fois 0 au carré. Donc, ce terme-là va s'annuler, plus la constante 2. Donc, ça veut dire que selon cette expression, à t égale 0, x de 0 vaut constante 2. Or, on sait que à t égale 0, x de 0, ça vaut 0. Donc, ça implique que la constante 2 soit nulle. Et ainsi, on retrouve l'expression donnée dans l'énoncé x de t égale EU fois t carré sur 2md. Y de t n'est pas demandé, mais y de t aurait été égal ici à 0. Cinquième question, on te demande de donner l'expression littérale de TA, donc l'instant où l'électron atteint l'anode au point A, qui est situé à la distance D du point O. Et c'est à partir de maintenant qu'il va falloir travailler avec les équations. Il faut jouer avec les équations. Il faut même faire parler ces équations. Que sais-tu? Tu sais que au point A, quand l'électron il est au point A, X vaut D. Or, il est au point A quand il se sera écoulé un temps TA. Ça signifie que X de TA vaut D. Et maintenant, on va tout simplement remplacer. X de TA, c'est X de T, mais j'ai remplacé T par TA. Donc, ça fait EU sur 2md fois TA au carré. Et tout ça, ça vaut D. Maintenant, pour trouver TA, il va falloir isoler TA. Pour cela, tu vas devoir multiplier par 2md cette équation. Donc ici, tu vas faire fois 2md. Alors, ça va être un peu difficile. Fois 2md. Et donc, tu vas faire pareil de part et d'autre. md. Tu vas donc pouvoir simplifier. Et pour te débarrasser de E de EU, tu vas devoir multiplier par 1 sur EU. Donc ici, fois 1 sur EU. Alors désolé, c'est pas évident. Et donc tu fais pareil de ce côté. 1 sur EU. Tu vas donc pouvoir simplifier ici et tu vas trouver que TA au carré, c'est D fois 2 fois M fois D divisé par E fois U. D fois D,
ça fait d carré, donc 2m d carré sur EU. Pour avoir TA, tu prendras la racine. Donc TA, ça va être racine de 2 fois m fois distance au carré sur E fois U. Racine carrée de d carré, on peut sortir d carré de la racine. C'est pour ça que ça fait d fois racine de 2m sur EU. Sixième question. Grâce aux deux questions précédentes, en déduire que l'expression de la vitesse de l'électron au niveau de l'anode est la suivante. Alors, on nous dit grâce aux deux questions précédentes. Alors, la première question, on avait dit que x de TA était égal à d. Et ça avait permis de trouver l'expression de TA. Donc TA qui vaut des racines de 2m sur EU. Maintenant, on te demande V de TA. Tu connais V de T. Et tu connais TA. Eh bien, quand tu vas calculer V de TA, tu vas remplacer TA par son expression. Et là, il va y avoir un petit calcul mathématique. Alors, je ne sais plus où je suis là. Vx de TA, donc c'est EU sur MD fois TA. Tu connais l'expression de TA, donc tu vas remplacer TA par ceci. Ça va donner EU sur MD fois D sur racine de 2M sur EU. Tu peux éliminer les D et tu tombes sur ceci. Et quand tu tombes sur ceci, comment vas-tu arriver à cela? Ici, tu n'as pas de racine et là, tu as une racine. Il va donc falloir une petite astuce mathématique. Il va falloir mettre tout ceci sous la racine. Eh bien, ceci, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente la racine de EU sur M, le tout au carré. Parce que la racine de EU sur M, le tout au carré, ça donne EU sur M. Donc, j'ai simplement, ici, fait une petite astuce mathématique. Et je remultiplie par racine de 2m sur EU. Racine fois racine, je peux mettre les racines ensemble. Donc, ça va être racine de EU sur M au carré, ça fait E carré, fois U carré sur M carré, multiplié par ici 2M fois EU. Et maintenant, eh bien, tu peux simplifier. E carré divisé par E, ici, le carré s'en va. U carré divisé par U, le carré ici s'en va, U s'en va. M divisé par M carré, on peut simplifier par M, donc le carré s'en va. Et tu tombes sur E fois U fois 2 sur M, c'est-à-dire racine de 2 fois E fois U sur M, ce qu'il fallait trouver. Et on va assimiler, puisque selon l'axe des Y, il n'y a pas de vitesse, c'est suggéré dans l'énoncé, eh bien la vitesse au point TA, c'est Vx de TA, et ça vaut bien racine de EU sur M. Septième et dernière question, il fallait répondre à la problématique de l'exercice. Trouver la tension minimale à appliquer entre la cathode et l'anode pour que les faisceaux d'électrons parviennent à provoquer l'émission de photons X au niveau de l'anode. Eh bien, tu as une information, c'est que pour libérer des photons, l'énergie cinétique des électrons, elle doit être de 6,4 fois 10 puissance moins 15 joules au niveau de l'anode. Ça veut dire que l'énergie cinétique, tu connais son expression. C'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Au niveau de l'anode, tu connais l'expression de la vitesse. C'est
racine de EU sur M. Donc, on va, je sais pas, oui, voilà. Dans cette expression-ci, remplacer V carré par sa valeur. Ici, tu as V. Pour avoir V carré, pour avoir V au carré, eh bien, tout simplement, tu vas enlever la racine, puisque si tu mets tout ceci au carré, ça vaut 2EU sur M. Et donc, tu vas tomber sur 1/2 fois la masse fois V carré, c'est-à-dire 2EU sur M. On peut simplifier les masses. Ici, on a 2 fois EU divisé par 2. On peut simplifier les deux. Ça fait E, la charge élémentaire, fois la tension. Et tu connais la valeur minimale de l'énergie cinétique, c'est 6,4 fois 10 puissance moins 15 joules. Donc, pour avoir l'expression de la tension, c'est l'énergie cinétique divisée par la charge élémentaire. Donc, ça va donner 6,4 fois 10 puissance moins 15, le tout divisé par 1,6 fois 10 puissance moins 19, et tu trouves 4,0 fois 10 puissance 4 volts. Et ainsi, tu as pu répondre à la question, à la problématique de l'exercice.